C'est le moment d'écouter Champ d'action. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Épisode 13. Alerte! L'extrême droite s'empare de nos idées. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite utiliser les mots localisme, terroir, proximité. Des termes qui peuvent tout aussi bien être utilisés à gauche par les défenseurs de l'écologie, de la décroissance et de la souveraineté alimentaire. La gauche est-elle en train de se faire voler ses combats ? Voici ce que nous a confié un militant de gauche néerlandophone à propos du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite en Flandre. J'étais dans le Parlement belge sur le sujet du traité de libre-échange Mercosur-Europe. La seule bonne réponse, compréhensible pour chacun et chacune, c'était le Vlaams Belang. Tous les mecs de gauche qui ont pris la parole après, ils parlaient un langage hyper technique. Ok, c'est bien, c'est dans le débat, dans la Chambre des députés, il y a des questionnements institutionnels à poser, mais c'est aussi une tribune. Et si on ne parle pas sur les tribunes politiques le langage des gens, on va perdre les gens. Première partie, il s'empare de l'écologie. Pierre Koopman, rédacteur du podcast Champ d'action de Umundi. En Belgique, Chez nous est un nouveau parti d'extrême droite qui se revendique de l'écologie, du terroir et de la proximité. En France, la Nouvelle Droite, un courant apparu à la fin des années 60, prône la décroissance en défendant une thèse simpliste. La crise écologique s'aggrave, entre autres à cause d'une surpopulation due aux immigrés. Faut-il minimiser cette écologie d'extrême droite ? Lors d'une récente rencontre organisée à Bruxelles sur ce sujet, Jérémy Cravatte, animateur en éducation permanente de l'association Barricade, a expliqué que ce type de courant rejette les systèmes économiques basés sur les énergies fossiles, ce qui les distingue de mouvements d'extrême droite comme le Rassemblement national de Marine Le Pen en France. Même si Marine Le Pen ne peut plus nier les mutations environnementales et parle de l'écologie nationale, de la proximité, du terroir et de la défense des paysages français, la position de son parti reste axée sur la croissance de l'économie et sur l'extractivisme. Par contre, les courants comme Chez nous et la Nouvelle Droite parlent vraiment de décroissance et de retour à la nature, mais avec un biais intolérant et xénophobe. Ces courants pourraient gagner en influence à l'avenir avec la dégradation des conditions économiques, climatiques et environnementales. Face à ces constats, que faut-il penser ? Est-ce l'extrême droite qui utilise l'écologie ou l'écologie aurait-elle une tendance à aller vers l'extrême droite ? Est-ce qu'une dictature verte pourrait se mettre en place dans le futur ? L'écologie a moins une tendance à aller vers l'extrême droite que la tentation autoritaire. Jonathan Piron, je suis historien et je coordonne le pôle prospectif d'Etopia, centre de recherche en écologie politique. L'écologie a peut-être parfois plus tendance, si on n'y prend pas garde, à aller vers le fascisme. Parce que le fascisme, c'est encore autre chose, ça va plus loin. C'est l'idée de l'homme nouveau, le fascisme. Si on n'y prend pas garde, on pourrait évoluer vers cette idée de l'homme nouveau qui doit se retrouver par rapport à soi-même, qui doit retrouver son moi profond, la manière dont on pense le rapport avec la nature, avec le monde tel qu'il nous entoure. Là, il y a peut-être un danger. On retrouverait également cette idée de hiérarchie au sein de l'écologie, dans laquelle il existerait différentes strates à l'intérieur de l'humanité. C'est important de se souvenir que toute doctrine politique a ses dérives. Intrinsèquement, vous avez toujours en fait une frange radicale ou extrême qui existe dans n'importe quelle doctrine politique. Et donc, ce serait quand même étonnant que l'écologie politique soit immunisée contre ça. Je pense que c'est important en fait d'interroger aujourd'hui justement cette question de la nécessité écologique. Pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à devenir finalement le contraire de ce qu'on défend politiquement ? Au sein de l'écologie politique, il y a toujours eu une dérive un peu naturaliste, transcendantale, sur le rapport à la nature, qu'on retrouve en fait dans ce qu'on appelle la deep ecology, c'est l'écologie profonde, avec notamment un personnage qui est un penseur de l'écologie extraordinaire, c'est Ivan Illich, mais qui, dans certaines réflexions, en allant très loin, en fait, a amené des éléments qui pouvaient quand même être assez critiques, notamment sur le rapport à la technique. Et puis ceux qui défendent ouvertement aussi beaucoup plus loin que ça, encore aussi l'écologie profonde, qui considèrent que Gaïa existe. Et donc il y a au-dessus de l'humain une nature avec un grand N,
qui est en fait une espèce de nouveau Dieu, et donc les humains qui vivent sur la planète doivent vivre en harmonie avec cette nature-là, et que pourquoi est-ce que ça part en sucette aujourd'hui ? Parce qu'en fait on est devenus les parasites de la planète, et donc on est trop nombreux, donc c'est bien qu'il y en a quelques-uns qui meurent. Et ça va rétablir l'équilibre justement sur l'écosystème naturel avec un grand N. Ce rapport avec l'idée de la nature, il existe aujourd'hui, se réinvente. On vient toujours finalement avec cette idée que la société humaine est décadente. Petit à petit, on a dépassé les limites. Donc ce qui nous arrive, c'est bien fait pour notre tronche. Et à la limite, même l'effondrement, il faut le hâter, comme ça on pourra reconstruire une société juste après. Ça veut dire quoi, juste ? N'est-ce pas aussi l'idée que le passé est bon et juste, notamment dans la question agricole ? Ce qui existait au Moyen-Âge, c'était cool. Et donc moi je fais un peu le parallèle, je fais la caricature, mais c'est un peu le mythe du bon sauvage. C'est le mythe du bon paysan. Le paysan, quand il est débarrassé justement de toute la société capitaliste autour de lui, quand il est débarrassé de tous les intrants chimiques, de toute la société technique, en fait, il va être bon avec sa nature. Il va produire correctement, il va produire pour sa société, et on va être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Ça c'est du flan. Les sociétés du Moyen-Âge n'étaient pas des sociétés résilientes, c'était des sociétés survivantes. Les famines, elles ont existé jusqu'au milieu du 19e siècle en Europe. Et il suffisait que vous aviez une mauvaise moisson pour que toute la société autour de vous s'effondre. L'autre élément, c'est la notion d'urgence. Alors, je pense que vous savez tous à peu près comment ça fonctionne un état d'urgence. C'est jamais le processus étalé dans le temps qui va garantir les droits et libertés. Au contraire, ils sont toujours suspendus. Et l'état d'urgence écologique, quand c'est dans le cadre d'une guerre, ça on sait combien de temps ça dure. Quand la guerre est gagnée, on lève l'état d'urgence. Dans la société à plus 1,5 degré ou à plus 2 degrés, c'est un état d'urgence qui va devenir... il s'arrête dans 10, 20 ans, dans 50 ans, dans un siècle. On suspend les droits et libertés, mais autour de quoi ? C'est quoi le projet démocratique qui est derrière ? Finalement, l'extrême droite n'occupe-t-elle pas le vide qui existe entre des milieux écologistes trop élitistes, experts de la lutte contre le changement climatique, et des populations rurales délaissées ? On sait mieux que les autres ce qu'il faut faire. On pense, nous, que si on informe suffisamment la population autour de nous, les comportements vont nécessairement changer. Ça fait 40 ans qu'on le dit, les comportements ne changent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a la tentation autoritaire. On va vous imposer ça. Et donc, c'est légitime, finalement, de suspendre les droits et les libertés, parce qu'il faut décarboner avant tout, et que justement la notion d'urgence qui est derrière nous impose à le faire le plus vite possible. Et donc on vient toujours avec cette notion d'urgence qui est une contrainte, et donc vous avez finalement une sorte de radicalisation aussi qui se poursuit, dans laquelle on se dit, et on s'auto-convainc il faut suspendre justement ces droits-là pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Mais ça résulte aussi d'une profonde méconnaissance de la manière notamment dont le milieu agricole fonctionne. Il y a quand même aussi toujours cette lecture mythifiée qu'une partie des écolos ont par rapport au milieu agricole, qui justement est profondément agressé aujourd'hui. Et donc on ne se rend pas compte justement de la manière dans laquelle il y a des fractures qui sont en train de s'ouvrir entre les différents milieux qui pourtant devraient justement converger. Et donc à mon avis c'est ça aussi qui est important. Comment est-ce qu'on fait la convergence des luttes en fait ? Comment est-ce qu'on parvient à retrouver le même langage ? Parce que les inégalités sociales, les inégalités environnementales, elles sont ensemble, elles sont unies et donc elles doivent aussi converger dans la manière dont on les met en mouvement. Et donc encore une fois ça nous oblige finalement à sortir un peu du monde clos dans lequel parfois on évolue et d'aller à la rencontre des milieux concernés et aussi de parvenir à réconcilier la ville et la campagne, et de sortir parfois aussi de nos pseudo-mythifications ou idéalisations de métiers qu'on ne connaît pas nécessairement. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Seconde partie, il s'empare de la souveraineté alimentaire. Le ministre de l'Agriculture français s'appelle maintenant le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, si on doit le résumer, ça veut dire les personnes ont le droit de choisir ce qu'elles veulent manger. Donc il y a un enjeu politique et économique là-dedans. Emma Courtine, je suis membre de l'équipe d'ECVC ici à Bruxelles. ECVC, c'est la coordination européenne Via Campesina. En Italie, on a également donc un ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et nos membres en Italie nous disaient écoutez, on n'a jamais autant parlé de souveraineté alimentaire et de la Via Campesina qu'en ce moment. C'est incroyable autour de la nomination. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, en fait, parce que c'était un accaparement du terme assez sauvage. Et il se trouve que le ministre lui-même a dit c'est pas la peine de parler de la Via Campesina. Moi, je vais vous démontrer qu'on peut aussi faire de la souveraineté alimentaire de droite.
Et de fait, ils se sont alliés avec les grands patrons, l'industrie, etc., mais aussi avec les mouvements d'agriculture industrialisée, etc. Et avec eux, ils ont fait plein d'accords et ils les ont complètement séduits en se positionnant sur des choses sur lesquelles nous aussi, on est d'accord en termes de souveraineté alimentaire, quoi. Par exemple, la viande cellulaire. Ils sont complètement contre. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous une représentation de l'entrée de la technologie de façon néfaste dans les systèmes alimentaires. Donc la viande cellulaire, en fait, nous, on souscrit, quoi. Ils se sont présentés en faveur des éleveurs, des éleveuses, de ce nœud qui se trouve autour de la consommation de la viande et de ce nœud qui se trouve autour de l'élevage pour les paysans et les paysannes. Tous les mouvements véganes, plutôt urbains, rentrent en conflit avec les revendications et les modes de vie paysanne et la production agroécologique telle qu'on l'espère. Celle dans laquelle on a besoin de l'élevage pour avoir du compost, des extrants et ensuite les déverser sur nos terres pour pouvoir les fertiliser, ne plus avoir besoin de fertilisants chimiques. Donc, ce nœud entre les questions viande, élevage, entre les mouvements plutôt urbains et les mouvements plutôt ruraux, ce ministre de la souveraineté alimentaire italien s'en est emparé, a décidé d'opposer littéralement, de se moquer des mouvements écolos, donc très urbains, pour se mettre dans la poche les agriculteurs les plus industrialisés, ceux à qui on a parlé de cette question identitaire, et qui donc l'ont entendu et ont senti que c'était ça qui les touchait. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à se saisir de la question identitaire et à parler de façon concrète, c'est l'extrême droite. Mais alors, comment débunker un discours favorable à la souveraineté alimentaire qui cacherait en réalité une position d'extrême droite ? Premier indice, le modèle économique. Selon nous, à la Via Campesina, et c'est très clair du point de vue économique, ça c'est la grande faille des mouvements d'extrême droite dès qu'ils parlent, disons, de souveraineté alimentaire et d'écologie en général. Il y a toujours un moment où ça bloque. On a parlé des manifestations avec les tracteurs qui se sont passées en Hollande en juin dernier, un mouvement complètement accaparé d'ailleurs par l'extrême droite, avec des paysans qui avaient des discours d'extrême droite, donc c'est un peu préoccupant. Les solutions à ce moment-là qui avaient été apportées par l'extrême droite étaient des petites solutions superficielles du genre on va vous donner plus de subventions, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans un système économique. C'est vivre sur des subventions, c'est vivre sur quelque chose qui est factice. En fait, ce que les paysans et les paysannes veulent, c'est qu'en fait, ils puissent vendre quelque chose qui leur soit acheté à un prix raisonnable et ensuite vivre du fruit de leur travail, pas sur des subventions. Deuxième indice, la question des droits humains. Cette question des droits humains est absolument clé. D'avoir le droit à l'alimentation, on a tous, peu importe la taille de notre porte-monnaie, le droit de choisir notre alimentation selon l'ONU. Et maintenant, il faut le mettre en place. Donc la revendication de respect des droits humains est clé. Et ça, c'est quelque chose que l'extrême droite aura du mal à faire. Troisième et quatrième indice, la remise en question du patriarcat, la lutte contre les brevets. Nous, on ne veut pas des petites touches comme ça de changement par-ci, par-là. Mais en fait, on veut repenser notre société d'une façon plus solidaire. Et en fait, on se rapproche de la lutte antipatriarcale, antiraciste, etc., etc. Et la dernière chose, c'est la revendication d'avoir accès à la source même de la production alimentaire est hyper importante. Et le fait qu'on mette un brevet dessus, ça fait qu'on entre dans un système financier qui profite uniquement à une petite partie des entreprises qui ont déposé ces brevets au départ. Donc évidemment, la lutte anti-OGM est hyper importante pour ça. Il faut lutter contre les brevets. Et ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle l'extrême droite, ça passe pas. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les atermoiements de la droite classique qui permettent à ces extrêmes d'instrumentaliser le plaidoyer en faveur de la souveraineté alimentaire ? À vrai dire, nous, quand on a eu ces discussions autour de l'extrême droite en interne, on s'est dit, mince, en fait, effectivement, c'est un danger, mais en fait, la droite libérale est un danger immense en ce moment. On a un espèce d'accaparement de nos concepts. Le ministre de l'Agriculture français, de l'Agriculture donc, et de la souveraineté alimentaire, il est macroniste, donc droite libérale. Un autre macronisme du groupe Renew au Parlement européen, qui est donc président du comité environnement du Parlement, qui s'appelle Pascal Canfin, qui nous a sorti une proposition sur comment est-ce qu'on va faire la transition sur l'agroécologie.
Et en fait, donc son constat est hyper bon, quoi. Il parle de la dégradation des sols, de l'eau, le climat, l'endettement des paysans, enfin de tout un tas d'aspects sur lesquels on est d'accord. Et après, il dit, et donc pour faire cette transition agroécologique, il faut miser sur les OGM, les crédits carbone, les marchés de libre-échange. Et nous, on est là, en fait, là, tu nous tues, quoi. Parce que sur le constat, on est d'accord. Et quand on a la Commission européenne qui nous a mis en place son pacte vert, nous, on s'est dit, donc nous, via Campesina Europe, c'est une grosse partie de notre travail, c'est de faire du plaidoyer dans les institutions européennes. Donc au début, on a vu les objectifs, baisse des pesticides, baisse des engrais, accès à l'alimentation de qualité pour tous et toutes. On s'est dit, ouais, cool, quoi, les objectifs, nous, on signe. La mise en place, elle est mortifère, en fait. Parce que les questions des crédits carbone qui entraînent l'accaparement des terres, il est mortifère. Les questions de trouver des réponses au changement climatique à travers les OGM, c'est une forme de destruction pure et simple de l'agriculture. Le fait que la droite libérale puisse entraîner tout un tas de problèmes, dont ensuite l'extrême droite essaie de trouver des solutions qui font croire qu'ils peuvent être du même côté que nous, parce qu'ils essaient de trouver des solutions pour les agriculteurs, et ça c'est un phénomène qu'il ne faut pas laisser de côté, quoi. L'un et l'autre marchent coude à coude, main dans la main, vers un futur pas très chouette. Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par Umundi, le nouveau nom de SOS Fin. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.umundi.org.